cela a pu vous arriver, de ne pas réussir à vous passer d'elle ou de lui, de guetter le moindre de ses messages, d'attendre la notification qui vous libérerait de cet insupportable vide. Souvent, tout cela n'est que la conséquence d'un amour transi, mais pour 2% de la population, c'est un véritable trouble qui s'appelle dépendance affective. Une manifestation psychologique définie comme un irrépressible besoin de l'affection des autres. Dans cet épisode, Joséphine raconte sa rencontre avec Antoine, dont elle tombe éperdument amoureuse. Comme une évidence, elle se jette à corps et âme dans cette relation. Pendant 1 an, elle vit pour et à travers lui, jusqu'au point de rupture. La vérité a tout changé. Vous écoutez le 115e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Une histoire racontée au micro de Rudy Saada. En octobre 2018, je débarque à Caen pour un stage pour mes études de commerce. Et je sors à ce moment-là avec un garçon avec qui ça se passe très mal. Et donc, on prend la décision de se séparer. Et très vite, j'ai un manque de parler avec quelqu'un et j'installe Tinder. Parce que ça fait 2 ans que je parle presque tous les jours avec mon ex-copain. Une amie que je me suis fait en stage a également l'application. Et puis, ça nous fait marrer. On est sur cette appli toutes les deux. Et un jour, je match sur Tinder un très beau garçon qui s'appelle Antoine. Antoine est un garçon qui habite à Cabourg, donc pas tout près de Caen, là où je suis, mais bon, ça reste dans la même région. Donc on a matché, on ne sait pas trop comment, mais le hasard fait bien les choses. Il a 1 an de moins que moi, donc il a 22 ans. Moi, j'ai 23 ans. Et on fait connaissance, voilà, les questions de base, ce qu'il fait dans la vie, etc. Et donc moi, je lui explique que je suis à Caen pour une durée limitée, seulement pour 6 mois, pour ce stage. Et lui m'explique qu'il habite à Cabourg, chez son papa, mais que sa maman est anglaise et que pour l'instant, il reste à Cabourg. Parce que malheureusement, il a eu un accident de voiture il y a 1 an qui a fait beaucoup de dommages cérébraux et il a perdu pas mal de capacités mentales. Et donc pour l'instant, il reste à Cabourg pour reprendre des cours du niveau lycée. Il était en études de médecine, mais malheureusement, avec cet accident, il a dû arrêter et il reprend donc des cours au lycée, puis avec un prof particulier chez lui. Il a beaucoup de mal, mais son père veut vraiment qu'il retrouve cette capacité qu'il avait avant. On communique toute la journée, on apprend à se connaître, on commence à rigoler, et puis, chose assez rare pour un garçon sur Tinder, il répond vraiment très vite. C'est quelqu'un donc de très intelligent, très brillant, il est très intéressant. Il connaît plein de choses, il s'intéresse à plein de sujets d'actualité. Et puis surtout, il est très intéressé. Il me pose plein de questions sur moi. C'est ce qui m'avait manqué. Je manquais d'affection et de quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi. Et il s'intéresse vraiment à tous les aspects de ma vie. Le travail, les études, ma famille, mes amis, comment je me sens, comment je vais, souvent. Même les choses les plus futiles sur moi, qui me paraissent vraiment pas très intéressantes. Lui, ça l'intéresse. Et puis il veut vraiment apprendre à me connaître et très vite, vraiment, on parle jusqu'à très tard dans la nuit. À 9h, dès le réveil, on recommence à communiquer. On s'entend quand même très bien et lui, très vite, voudrait que ce soit un peu plus concret que juste des messages sur une appli de rencontre. Donc il souhaite qu'on s'appelle. Il souhaite qu'on entende ma voix et que j'entende la sienne. Moi, ça me fait très peur parce que déjà, je suis une personne qui n'aime pas le contact au téléphone, n'est pas forcément facile pour moi. Et puis, j'ai jamais fait ça avec un garçon rencontré sur une application. Ça me paraît tout de suite trop concret. Donc je recule un peu les choses, je trouve des excuses un peu tous les soirs en disant que non, là je vais boire un verre avec des collègues, que là c'est pas possible, je rentre du sport tard et puis mon téléphone ne marche plus ou j'ai pas de batterie. Il est assez insistant, il voudrait vraiment qu'on s'appelle. Et il y a un soir où il m'appelle d'ailleurs, il commence à m'appeler donc par Messenger. Il m'appelle plusieurs fois, donc au début je dis non, c'est pas possible, je raccroche, je mets mon portable sur mode avion.
J'avais envie de parler aussi avec mes amis. Et puis, il continuait à appeler, il continuait à appeler. Et là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est bizarre quand même. On se verra, quoi. On se verra quand on se verra. Ce sera peut-être dans une semaine, mais je pense que bon, il peut attendre. Ça me surprend un peu, mais vraiment, il dit qu'il voudrait m'entendre, qu'il voudrait que ce soit plus concret. Moi, je lui dis que ça serait trop bizarre d'avoir un premier contact par téléphone, alors que on pourra bientôt se voir. Donc, je recule un peu, et puis il est énervé. Il est vraiment énervé ce soir-là, et puis il dit que de toute façon c'est pareil avec tout le monde, que là son père le saoule, qu'il s'est encore pris la tête avec lui et qu'il en a marre. Et puis il commence à dire des choses que je comprends pas trop. Et il me dit mais j'en ai marre, et ce crap de merde qui me gâche la vie. Et bon, je comprends pas. Et voilà, c'est tout. Je finis par lui dire que je vais dormir et que ça ira mieux demain matin et qu'on pourra en parler, mais que là il est trop tard. Je trouve ça un peu étrange, mais bon, je le connais pas encore si bien Antoine. Et puis voilà, on dort. Puis le lendemain, bon, très tôt, il me dit qu'il s'excuse. Je lui dis que bon, c'est un peu bizarre. Il dit non, qu'il avait une grosse migraine, qu'il avait passé une très mauvaise journée et qu'il est désolé, que vraiment c'était un peu excessif, mais qu'il voulait vraiment m'entendre. Et puis que son père lui a vraiment pris la tête ce soir-là, qu'ils ont eu une dispute très violente, même physiquement, ce que je comprends. Donc voilà, je découvre une personnalité un peu compliquée et une histoire un peu compliquée. Quelqu'un qui s'entend très mal avec son père, mais qui est obligé de vivre chez lui, parce que malheureusement, il peut plus rester en Angleterre, parce qu'il doit reprendre la base, en fait, des cours de base en France, et qu'en plus, il a perdu malheureusement la notion de l'anglais, donc qui était une de ses 2 langues natales. Il la parle très mal. Il la comprend, mais il peut plus la parler, et voilà, lui, ça le bloque trop, et donc à ce moment-là, il souhaite vivre en France. 1 mois après notre rencontre, il repart en Angleterre. Il y a sa maman qui habite là-bas avec son beau-père et sa demi-sœur et ses 2 demi-frères. Et puis, il continue à vraiment insister pour qu'on s'appelle. Et ça me stresse énormément, mais ça fait 1 mois qu'on parle non-stop. Je lui raconte des choses que j'ai jamais racontées à personne, des choses très intimes. Un soir, en fait, en plein milieu de la nuit, après l'avoir fait patienter toute la soirée, je me dis bon, allez, je prends sur moi. Et puis il m'appelle, Antoine m'appelle, et je décide de répondre. On parle 3 heures, je pense que je me couche à 5 ou 6 heures du matin ce soir-là. On parle de tout et de rien. On découvre chacun notre voix. Je découvre une petite voix, une voix toute mignonne, un rire adorable. Et puis ça se passe encore mieux que par message. Il est encore plus attentif, il me pose plein de questions. On rigole bien, on parle de choses aussi sérieuses, des sujets d'actualité, et puis de nos vies. Et puis je voudrais quand même revenir sur ce moment où il avait essayé de m'appeler un soir, et puis il m'avait dit qu'il s'était disputé avec son père. Je voudrais en savoir un peu plus sur cette relation qu'il a avec son père, qui semble quand même assez dure pour lui à gérer. Et je voudrais savoir aussi pourquoi est-ce qu'il est autant énervé. Il m'explique, il me dit t'as pas compris. Je dis non, j'ai pas compris. Il me dit le crabe, tu sais pas ce que c'est? Je dis non, je sais pas ce que c'est le crabe. Il me dit le crabe, c'est une métaphore pour le cancer. Malheureusement, j'ai un cancer du sang depuis que j'ai 12 ans. Et voilà, j'étais en rémission. J'ai appris il y a très peu de temps, la dernière fois que j'étais en Angleterre pour faire des tests, que malheureusement c'était de retour. Et là, je reviens donc en Angleterre aussi ce week-end pour voir mon oncologue, et puis pour éventuellement mettre en place un autre traitement, un traitement qui, on espère, va marcher, de radiothérapie cette fois. Je sens qu'il a besoin de parler d'autre chose, donc pas très vite, on se met à parler de sujets un peu plus légers, et puis ça va. Enfin, je sens que là, ça va, sa santé, il est plutôt en forme à ce moment-là, donc je suis pas plus inquiète que ça. Quelques semaines après notre rencontre sur Tinder, on décide naturellement de se voir. On regarde un peu les trains la semaine. Il me parle même de venir jusqu'à Caen. On me dit si je viens, il faudrait que je dorme à Caen. Donc on regarde un peu les hôtels, parce qu'on veut pas se dire qu'il dormira chez moi. Ça paraît un peu bizarre et engageant. Et donc on regarde les trains. C'est pas très long de Caen à Cabourg. Puis voilà, on se décide à 14h, il prendra ce train-là.
Et arrive donc le jour J, le jour de notre rencontre, où il doit prendre le train. Et là, c'est le tout premier week-end des Gilets jaunes qui bloquent beaucoup d'endroits en France, des ronds-points et des gares, dont la gare de Cabourg. Donc il me dit qu'il est en route avec son père dans la voiture, qui l'amène à la gare, mais que il fait ce qu'il peut, mais que pour l'instant, ils sont totalement bloqués sur un rond-point et qu'il ne peut pas accéder à la gare, qu'il ne peut pas y aller à pied, que c'est trop loin. Voilà. Mais 1 heure après, il me dit: «Je suis désolée, mais ce sera pas pour cette fois, on rentre, on ne peut pas avancer d'1 mètre, donc on fait juste demi-tour». Donc les jours passent et puis, on continue toujours à parler, tout le temps, à se téléphoner parce que maintenant qu'on a eu ce premier contact, bon, bah, j'ai plus peur de découvrir, sa voix, de découvrir la personne. Donc on se téléphone, d'abord, 3 fois par semaine et puis en fait, très rapidement, presque tous les soirs. On devient assez très fusionnel. Malheureusement, lui, donc il est resté en Angleterre pour ce nouveau traitement. Et en décembre, on est au téléphone et puis on a parlé de choses encore très très intimes, très personnelles. Et puis Antoine me dit ce soir-là, je devrais pas te dire ça, on se connaît pas depuis assez longtemps, mais je t'aime. Je reste assez surprise. Je m'attendais pas à ça. Je ne réponds pas je t'aime à ce moment-là parce que je trouve ça quand même très fort comme mot. Pour moi, ça a de l'importance. Mais j'y réfléchis et puis je me dis: «Bon, en fait, ouais, je pense que j'ai aussi des sentiments quand même pour Antoine». C'est bizarre, on s'est jamais vus, mais j'ai rarement ou même jamais ressenti une connexion telle. Parce qu'on vraiment, il connaît tout de moi, mes peurs, mes craintes, mes faiblesses et puis, j'ai peur de rien lui dire, j'ai aucune honte. J'ai vraiment aucune honte, puis lui non plus. Il y a tellement une complicité forte que oui, je pense que ça commence à s'apparenter vraiment à de l'amour. Et je me dis que j'ai de la chance d'avoir rencontré ce garçon parce que j'ai l'impression que c'est rare d'avoir une connexion comme ça avec une personne. En fait, on est un couple, on commence à être un couple. J'attends juste une chose, c'est de le voir. Et j'ai trouvé le bon gars. À ce moment-là, en plus, des appels téléphoniques pour rendre les choses un peu plus concrètes, on décide, de s'ajouter sur, Snapchat, donc pour s'envoyer, quelques photos. Il m'envoie pas de photos, de selfies de lui, mais il m'envoie, pas mal de photos, enfin plein de photos en fait de son enfance, de lui actuellement, de sa sœur, de ses balades avec sa sœur. Il m'envoie une fois une vidéo de lui qui court sur la plage, avec, son chien. C'est sa sœur qui avait pris, donc cette vidéo, l'après-midi même. Moi aussi, je lui envoie des photos, de ma vie, de mon appartement, mes amis, on s'envoie aussi des photos, franchement, où on n'est pas très beau, un peu honteuses, des périodes adolescentes où, on est un peu pris cher. Les périodes avec les bagues ou lui avec des pics sur la tête. Et puis comme ça, je peux mettre un visage sur toutes les personnes dont il me parle, son meilleur ami Jérémy, dont il me parle très souvent, qui est français. Donc on les voit tous les deux pendant l'adolescence, dans leur collège en France. Je le trouve vraiment beau, même dans les photos où il est pas forcément à son avantage. Et puis pareil, lui, Antoine me fait plein de compliments. Il me trouve belle et ça fait du bien d'entendre des compliments. Ça rebooste un peu l'ego et je me sens belle dans ses yeux, même quand j'envoie des photos où je suis cernée ou fatiguée. Je crois que je suis amoureuse. Je me le dis à demi-mot. Je me dis parfois à moi-même que non, mais faut que je reste quand même droite dans mes baskets et que bon, tomber amoureuse de quelqu'un que j'ai jamais vu, c'est quand même un petit peu bizarre. Mais bon, malheureusement, je me dis que ouais, c'est comme ça, et que pourquoi pas, que oui, j'ai des sentiments et que oui, je suis amoureuse de lui, mais je l'avoue pas à mes amis à qui j'en parle. Je ne le dis pas. Je dis non, je tiens très fort à lui, mais non, je suis pas amoureuse. Parce que ce serait quelque part peut-être une faiblesse de me dire je suis tombée amoureuse de quelqu'un que j'ai jamais encore vu. Antoine est toujours en Angleterre et puis moi je suis encore à Caen pour la fin de ce premier stage.
Et puis la date de sa première chimiothérapie approche. Il a peur, mais il est déjà passé par là, donc il connaît. Il sait qu'il a été mal pendant des mois, qu'il a été faible, qu'il a maigri. Donc ça lui fait peur et il commence un peu à changer de comportement et à me dire que bon, de toute façon là, dans un mois, il va pouvoir bouger de son lit presque. Parce qu'il sait qu'il va être mal. Donc il a envie de profiter, il a envie de revoir ses amis. Je l'encourage presque, mais il commence à un peu trop déconner. Il boit beaucoup. Or, évidemment, c'est déconseillé avant de commencer un traitement aussi lourd. Un soir, il m'appelle, il me dit: «Je suis au volant». Je suis un peu énervée. Je fais: «Comment ça, t'es au volant? T'as pas le permis? En plus, là, vu comme t'es joyeux, j'ai l'impression que t'es saoul». Ce soir-là, on est le 24 décembre. Moi, je suis avec toute ma famille du côté de ma maman chez moi. Et je parle à Antoine qui lui est au bar avec ses amis. Il me dit que oui, que sa famille fait aussi Noël, mais que lui, il a envie de profiter avec ses potes au bar. Donc oui, il rentrera quand il rentrera. Je suis pas hyper contente et je dis: «Écoute, là maintenant, il faut que tu rentres». Et puis il finit par rentrer à table, mais à 10 heures du soir, saoul dans sa famille, où tout le monde l'attendait, où tout le monde s'inquiète aussi pour lui parce qu'il donne pas de nouvelles, que sa santé est fragile. Et voilà. Donc je déménage à Marseille en janvier pour mon second stage d'études. Et mon premier jour de stage dans ma nouvelle entreprise correspond à la première séance de chimiothérapie d'Antoine, toujours en Angleterre. Les séances de chimiothérapie sont compliquées pour Antoine. Déjà, il est affaibli, il est souvent très malade après ces séances, fièvre, migraine, il vomit beaucoup. Il perd souvent espoir et dire que de toutes les façons, c'est un cancer du sang, que c'est quand même un cancer, c'est une vraie merde. Il perd espoir souvent, il me dit que de toutes les façons, il guérira pas et que c'est tellement lourd pour sa famille qu'il y a des fois, il dit qu'il faudrait juste qu'il s'en aille et que ça soulagerait tout le monde. C'est très dur pour moi de l'entendre dire ça, parce qu'à la fois, je me dis que c'est pas possible, il peut pas dire ça parce qu'on a un avenir ensemble. Forcément que là, c'est compliqué, qu'on peut pas se voir parce que voilà, moi je suis dans le sud de la France, lui il est loin en Angleterre, et il suit cette chimio, mais que bien sûr qu'un jour on sera ensemble. Moi, je suis arrivée à Marseille, donc bon, il y a des fois où j'avais pas beaucoup dormi la nuit parce que j'étais là pour Antoine. Mais le matin, évidemment, à 9 heures, je suis au travail. J'ai des nouveaux collègues, des nouveaux stagiaires. On essaye donc de créer un peu de lien dans cette entreprise et d'aller boire un peu des verres après le travail. Antoine est très jaloux parce qu'il a pas confiance en lui, et encore moins avec cette chimio. Il me dit: «Mais attends, et j'ai perdu du poids alors que j'étais déjà maigre, je suis affaiblie, j'ai plus de cheveux, enfin mes cheveux ça ressemble à rien, je les perds». Il n'a pas confiance en lui et du coup, pas confiance en moi. Je sais que souvent je dois le rassurer en disant que bien sûr qu'il est magnifique et que dès que je l'ai vu moi sur Tinder, je me suis dit: «Waouh, enfin j'ai de la chance, il est vraiment beau». Donc voilà, quand je sors avec des collègues, je mentionne pas trop les prénoms des garçons. Je parle que des filles, de mes collègues filles. Et puis il y a un soir où on a un apéro chez une donc des stagiaires. Et puis Antoine me parle et il essaye de m'appeler, on se dispute, il dit des choses un peu compliquées, un peu sombres. Ça me fait un peu peur, donc j'essaye quand même de continuer à lui parler, d'être un peu présente avec les collègues. Et puis il finit par m'appeler. Et quand c'est au téléphone, Antoine entend la voix d'un garçon. Et là, il se met vraiment en colère. Il me dit: «Mais tu m'as menti, tu m'avais promis qu'il y avait que des filles. Comment tu peux me faire ça? C'est évidemment que tu vas aller choper le premier venu, t'en peux plus, ça fait je sais plus combien de mois qu'on se parle et on s'est toujours pas vu, tu peux pas tenir». Bon, c'est vraiment, il est pas gentil, il a des mots un peu compliqués. Ce soir-là, il me dit même que je suis une sale pute. C'est la première fois qu'il est aussi violent, mais bon, je me dis: «Bon, je vais quand même profiter. On va quand même essayer d'aller danser un peu». Et dans la boîte, il y a pas de réseau. Donc comme Antoine dit des choses assez sombres, moi j'essaye de faire un peu des allers-retours avec dehors, parce que bon, il faut quand même que je lui parle. Il dit des choses qui me rassurent pas. Et puis à un moment donné, il me parle plus du tout, il me répond pas.
Et à ce moment-là, je reçois un message de son meilleur ami Jérémy qui me dit: «Mais qu'est-ce que t'as fait? Il est en tous ses états. Qu'est-ce que t'as fait là? Tu fais quoi?» Je lui explique, je dis: «Écoute, moi j'ai rien fait, je suis juste avec mes amis, stagiaires, en boîte, je sors». Et il me dit: «Mais là, Antoine me répond pas, je sens qu'il va faire une grosse connerie, je sens qu'il va faire une grosse connerie et là tu préfères toi te trémousser en boîte avec des gens que tu connais pas alors que le mec que t'aimes soi-disant, va peut-être se faire une grosse connerie, avaler plein de médicaments ou juste couper les veines». Je dis: «Non mais qu'est-ce que tu racontes?» Il me dit: «Mais bien sûr que si il en est capable et s'il meurt, bah, tu pourras t'en vouloir qu'à toi-même». Je suis paniquée, je suis totalement paniquée. Je suis dans la rue à Marseille et je harcèle Antoine. Je l'appelle donc par message, par Messenger, par tout ce que je peux comme application, comme moyen de rentrer en contact avec lui. Je me mets un peu à hurler dans la rue parce que donc Jérémy est très dur avec moi. Il continue à me faire vraiment culpabiliser d'être sorti, d'avoir profité, alors qu'Antoine est au plus mal, qu'il est malade, qu'il est jaloux, voilà. Je pleure beaucoup. Mes amis stagiaires m'envoient des messages, mais bon, je leur réponds pas, ils s'inquiètent pas plus que ça. Puis Antoine finit finalement par répondre. Je hurle de colère, soulagement, de bonheur qu'il ait pas fait de bêtises. Puis je reste dans la rue, je suis assise dans un petit parking et puis on parle encore une demi-heure et je lui dis qu'il est fou, que jamais de la vie, mais on peut me mettre en face du plus bel homme du monde, je m'en fiche en fait, il y a que lui. Donc les autres, ça a aucune importance. Et puis voilà, je rentre chez moi à pied, on reste au téléphone et on passe à autre chose. On se dit encore des belles choses, on se fait encore des déclarations d'amour et on s'endort comme ça. J'ai un peu de contact avec Jérémy, on se parle un peu de la situation, de la santé de Antoine. Je sais qu'Antoine me raconte pas tout, il me dit pas tout, sur sa chimiothérapie, sur les résultats, sur comment ça se passe, parce que je crois que ça lui fait peur et qu'avec moi, il cherche, du réconfort, donc il a pas envie d'en parler. Donc c'est à Jérémy que je vais chercher les infos, qui lui est très en contact avec, la maman d'Antoine. Donc on rentre pas mal en contact. On parle exclusivement, d'Antoine. Il est triste et puis il me raconte qu'Antoine est aussi odieux avec sa mère. Il lui parle extrêmement mal, il parle mal à son beau-père, il parle mal à sa grande sœur. Il s'enferme, il veut parler à personne. Il y a même des fois où il fugue, il part et puis il donne pas de nouvelles. Vu comme il est faible, tout le monde s'inquiète. Jérémy en a vraiment marre. Il me dit parfois: «Écoute, je sais pas ce qui pourrait aller mieux». Quand je le vois comme ça, je me dis que de toutes les façons, là, il a plus toute sa tête, il est fou, il rend tout le monde malheureux et moi y compris et il me dit que lui, il y a des fois où il se sent trop impuissant qu'il va juste abandonner parce que, ben, là, il donne toute sa vie, toute son énergie pour son meilleur pote. Et il me dit: «Bah, écoute, toi, je sens que tu fais pareil, en fait, que tu t'affaiblis, que tu es tout le temps non-stop, avec lui». Puis bon, bah, je dis à Jérémy que, ouais, c'est difficile, mais que moi, bon, ça fait, quelques mois que je le connais, que là, moi, je m'en sens encore capable de le soutenir. J'ai encore l'énergie et de toute façon, bah, j'ai surtout la volonté qu'il garde le moral et que c'est mon devoir, en fait. C'est mon devoir et qu'on s'aime et que je donnerai tout pour lui et que je comprends sa décision s'il veut partir. Voilà, je resterai là et on peut rester en contact, je peux lui donner des nouvelles. C'est une période compliquée pour tout le monde, mais voilà, Jérémy s'éloigne jamais trop, au maximum, 1 semaine et puis finalement, il revient vers Antoine ou Antoine revienne vers lui, c'est comme des frères, ils sont tellement proches qu'il y a des grosses disputes, mais tout de même, ils restent là. Antoine, va mal et puis, je découvre, au fur et à mesure, en fait, des nouvelles choses de sa vie qui lui sont arrivées très dures. Donc j'arrive à comprendre, en fait, tout l'environnement et ce pourquoi il va pas bien, que maintenant il ose tout me dire. Mais voilà, on rentre un peu dans un cycle de moi qui remonte le moral à Antoine, mais j'y trouve quand même mon compte parce on enchaîne entre des cycles où, ça va pas bien, je lui remonte le moral, mais après, il y a pas de souci, ça va mieux et puis, on rigole, on reparle de plein de choses, on apprend encore un peu plus à se connaître, en fait, tous les jours où il apprend plus sur moi, j'apprends plus sur lui
Et c'est vraiment non-stop. En fait, je suis à Marseille, mais je ne profite pas trop de la ville. Je ne connais pas trop la ville. Et en fait, je ne sors plus beaucoup de chez moi. Antoine a plusieurs fois mentionné le fait que il voulait tout arrêter, ses traitements, que ça devenait trop compliqué pour lui. Il y a même une fois où Jérémy m'a envoyé un message en disant «Écoute, il arrête». Et j'y croyais pas, mais Jérémy m'a dit «Si, là, c'est fini. Il veut plus, donc moi je ne peux plus rien faire. Débrouille-toi avec ton mec, mais moi là je sais pas quoi faire». Ce soir-là, je passe des heures et devant chez ma sœur qui m'avait invitée pour faire un repas un vendredi soir, je passe des heures à supplier Antoine de continuer cette chimiothérapie parce qu'il a pas le droit d'abandonner, parce que ce qu'on a c'est trop beau, parce qu'il y a trop de gens qui le soutiennent, qui l'aiment et qu'il a pas le droit. Alors que oui, c'est peut-être égoïste parce que c'est pour nous qu'il doit continuer, mais qu'il y a tellement de belles choses pour la suite que ça vaut la peine. Je pleure encore beaucoup dans les rues de Marseille. Une fois n'est pas coutume. Finalement, il accepte de continuer. Il me dit oui, ok, je vais continuer. C'est une petite victoire pour moi. Et je me dis merde, si j'avais pas été là, est-ce qu'il aurait abandonné? Qu'est-ce qui se serait passé? Donc là, je me sens un peu indispensable. En fait, je me dis mais sans moi, est-ce qu'il aurait lâché déjà? Mais non, il décide de faire cette chimio, de continuer. Et donc la semaine d'après, il m'envoie une photo de la perfusion de chimio, donc des médicaments. C'est la première fois qu'il m'envoie une photo comme ça. J'en voulais pas forcément. En fait, ça m'a fait un peu, ça m'a mis dans la réalité. Et je me suis dit ah ok ouais c'est ça en fait, c'est ça qui subit 3 fois par semaine un produit qui est censé le guérir mais qui doit être tellement nocif. Moi ça me fait bizarre. Et puis, il était 10h du matin chez nous, il devait être 9h en Angleterre et l'heure sur la photo qu'il m'a envoyée, il y avait une heure parce que c'était un screenshot, il était écrit 21h. Là, je me suis dit: «OK, c'est bizarre quand même, ça colle pas, là, ça c'est pas l'heure normale». Mais Antoine est tellement susceptible, c'est tellement compliqué de lui parler de ce traitement que j'en parle encore une fois à Jérémy et je dis Jérémy, Antoine vient de m'envoyer ça, regarde l'heure, ça colle pas. Et là il me dit punaise, il ment là, c'est faux. Enfin Jérémy me dit c'est attends, il nous l'a fait à l'envers encore une fois. Qu'est-ce que c'est quoi. Donc Jérémy appelle la maman de Antoine tout de suite qui le rassure, qui dit non, t'inquiète pas, je suis avec Antoine, on est en Angleterre, c'est bon, je suis avec lui, il est bien perfusé, là, le traitement continue. On arrive en mai. Mon grand-père qui n'allait pas bien meurt, il décède. C'est pas révoltant parce qu'il avait un bel âge, mais évidemment c'est dur pour toute la famille, pour ma maman que je vois en pleurs. Et puis vient le jour de l'enterrement où Antoine ne va pas bien. Plusieurs fois, il a dû aller à l'hôpital pendant la nuit, en pleine nuit, parce que franchement, ça allait pas. Donc là, il m'appelle souvent quand il le peut, et puis d'un coup, j'ai plus de nouvelles parce que on lui prend son portable ou parce que lui-même ne peut plus continuer. Souvent, en fait, il m'appelle pour me dire adieu parce que il croit que là, c'est fini, qu'il peut plus se battre. À chaque fois, c'est une vraie force de la nature, et puis il trouve quelque part l'énergie pour s'en sortir. Et le jour de l'enterrement de mon grand-père, rebelote, je pense que je suis dans la voiture pour aller à l'église. Il me dit qu'il se sent pas bien, mais qu'il pense à moi. Puis voilà, j'ai plus de nouvelles. Et juste avant de rentrer dans l'église, Jérémy me dit bon, on a plongé Antoine dans un coma artificiel. Là, ça va vraiment pas. En fait, il fallait qu'il soit sous respirateur, donc il est en coma artificiel. Et voilà, je rentre dans l'église et la cérémonie pour mon grand-père commence. On est tous autour du cercueil de mon grand-père. C'est un moment très émouvant, mais moi je suis pas là. Je suis là physiquement, mais je suis totalement. Je me dis que c'est pas juste, que mon grand-père il avait un certain âge, mais que Antoine merde quoi, il a 23 ans et il est pas censé se retrouver dans cette boîte en bois bientôt. Enfin j'ai peur qu'il meure. Je suis révoltée et puis bon, je suis là physiquement, mais là
J'arrive pas à suivre la cérémonie, je fais que penser à lui et tout ce que j'ai en tête, c'est le moment où on va pouvoir sortir de l'église, où je vais pouvoir rallumer mon portable et avoir des nouvelles de Jérémie. Je sors de l'église, j'ai pas de nouvelles de Jérémie. Il m'a pas envoyé de message. Bon, je me suis dit, pas de nouvelles, pas de nouvelles. Et puis le soir, un peu plus tard, donc dans la journée, je reçois un message de Jérémie qui dit donc t'en as rien à foutre en fait, tu cherches même pas de nouvelles, à prendre de nouvelles d'Antoine. Et j'écoute si, mais tu m'en as pas donné, donc j'imagine qu'il se passe rien, j'imagine qu'on l'a pas sorti du coma artificiel. Il me dit mais en fait non mais t'en as vraiment rien à foutre. J'ai dit écoute Jérémie, je te l'ai pas dit mais mon grand-père vient de mourir. C'était son enterrement aujourd'hui et quand tu m'as dit qu'Antoine avait été mis en coma, je rentrais dans l'église. Donc ça fait beaucoup pour une journée, donc c'est vrai que j'ai pas pris de nouvelles, mais évidemment que j'en attends et que je fais que ça. Et là, Jérémie se montre assez odieux. Il dit écoute, j'en ai rien à foutre en fait de la mort de ton grand-père, je m'en fous. Oui, effectivement, royalement, le mec que tu dis que tu aimes, soi-disant, va mal, et toi, là, comme une égoïste, tu prends pas de nouvelles. Je me rends compte dans cette période que ça devient quand même compliqué, que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir voir Antoine, que sa santé me paraît très faible. Égoïstement, je me dis que quelque chose au fond de moi qui me dit mais il faut que tu t'en échappes. J'en suis totalement incapable parce que je suis totalement dépendante d'Antoine, comme il est dépendant de moi. Mais je me dis quand même il faudrait que j'arrive à m'en défaire. Je cherche un peu quelque chose pour m'en défaire et à ce moment-là, un ex revient dans ma vie. Donc voilà, on se revoit. Je m'accroche un peu à ça en me disant peut-être que je vais retomber amoureuse de cet ex et peut-être que je vais pouvoir me détacher d'Antoine un peu plus facilement, sans l'abandonner, mais sans être moins impliquée dans cette relation. Ça va peut-être m'aider voilà, à prendre un peu de hauteur et me dire bon, après tout, je suis encore jeune et j'ai pas à subir ça. Je trouve ça un peu injuste quelque part. Donc je revois cet ex, on se revoit beaucoup, on se revoit même des fois, Antoine essaye de m'appeler parce que ça va pas et moi je suis avec un autre homme et je me sens tellement coupable, je me sens horrible. J'ai l'impression de tromper Antoine. Des fois je me dis attends, on s'est jamais vu, enfin bon, c'est ridicule, j'essaie de me raisonner, mais non, en fait, j'ai l'impression de tromper Antoine et d'être la pire personne du monde. Parce que moi, je prends du bon temps et que lui est mal, est sur un lit d'hôpital ou dans sa chambre en train de vomir, enfin que ça va très mal. Je continue toujours à voir cet ex, mais je me rends un peu à l'évidence que rien n'y fera. Je suis beaucoup trop dépendante et amoureuse d'Antoine que personne pourra m'enlever ses sentiments. Les médecins lui conseillent de faire une greffe de moelle osseuse, qui est un peu la seule solution pour une guérison totale. C'est assez compliqué de trouver un donneur compatible, mais un jour il m'appelle et il me dit que ça y est, ils ont trouvé un donneur et que c'est un donneur allemand. Et alors là, je pleure de joie et lui aussi, et on est ravis. Et cette greffe doit avoir lieu en juillet. Moi, en juillet, j'ai prévu depuis quelque temps de partir faire un grand voyage en Thaïlande avec ma cousine. Et ce voyage est assez compliqué pour Antoine, dans la mesure où je ne serai pas sur les mêmes fuseaux horaires et que moi, pendant ma nuit, ce sera sa journée et vice-versa. Et sa greffe donc a lieu dans les jours qui suivent mon arrivée en Thaïlande. Donc on arrive en Thaïlande. C'est notre deuxième soir et on est dans la capitale et donc après on va partir plus dans les terres. Donc on décide avec ma cousine de sortir un peu. On va s'amuser dans une boîte de la capitale et puis il y a un groupe d'autres Européens, donc des Belges qui parlent anglais et on commence un peu à aller leur parler. Ma cousine est intéressée par un des garçons et puis voilà, on se met à leur parler et moi je flirte un peu avec un autre garçon, mais tout en restant à parler avec Antoine qui se sent pas très bien.
Je me sens un peu coupable, mais je me dis bon, de toute façon, je dois profiter de ce voyage. Je dois profiter parce que j'ai pas le droit de faire ça à ma cousine. Je suis obligée de profiter. Enfin, c'est mon mois de vacances et j'essaye. Et le lendemain matin, Antoine, qui est très jaloux et qui a toujours un œil partout, remarque directement que j'ai un nouvel ami sur Instagram, que je suis une nouvelle personne. Et là, c'est la crise. Il me dit, ça y est, t'es arrivé depuis 48 heures et t'as déjà flirté avec des nouveaux garçons. En fait, t'es pas mieux que les autres. Je peux pas te faire confiance. Voilà, il t'a fallu aller dans un pays exotique et bim, ça y est. Je me défends, tant bien que mal, parce que je me sens quand même coupable. Voilà, j'ai rien fait de plus que m'amuser, mais je me sens très coupable. Mais il veut rien entendre. En tous les cas, il est très énervé. Il coupe totalement le contact. Quelques heures plus tard, on prend le bus pour aller dans des rizières avec ma cousine. Et puis dans le bus, donc j'avais pris un forfait pour pouvoir aller toujours avec Antoine, pour toujours être en contact pendant ce mois avec Antoine. Donc j'avais Internet et je reçois un message de Jérémy qui me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis bah je suis dans le bus, Antoine ne veut plus me parler, et il boude donc je suis dans le bus. Il me dit mais écoute, je dois te dire quelque chose. Mince, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit il y a eu une complication et il y a eu Antoine a fait une petite hémorragie au cerveau, il est dans le coma. Et du coup, je dis à Jérémy, bah, on l'a mis dans le coma artificiel. C'est pas arrivé qu'une seule fois, donc bon, je m'inquiète pas. Il me dit non, là, c'est plus sérieux. Il est dans un vrai coma. Il est tombé dans un vrai coma. C'est le choc. Je suis dans le bus. Je le dis pas tout de suite à ma cousine, mais quand on fait un arrêt, je suis obligée de lui dire. C'est horrible. On arrive dans cet hôtel au milieu des rizières, hein, donc c'est assez paradisiaque. Je pleure beaucoup. J'essaye de garder la face avec ma cousine, qui elle apprend le même soir qu'une personne qu'elle connaît est guérie d'un cancer. Là, en fait, ça me révolte. Je me dis mais putain, mais pour lui, ça fait 10 ans qu'il se bat. On peut pas lui fiche la paix. Ça peut pas aller mieux. Donc je suis révoltée et voilà. Donc on continue. Je mets des photos un peu sur les réseaux sociaux. Et Jérémy, qui était celui qui me donnait des nouvelles, commence à être méchant. Il me reproche de m'amuser. Alors, je comprends pas trop comment il peut savoir au début. Et après, j'ai dit à ma cousine, j'ai très vite compris, il va voir mon Instagram qui était en public à ce moment-là. Et en fait, bah, il comprend que... Enfin, je mets quelques photos, mais alors ça doit vraiment être une tous les 2 jours. Et il m'en veut m'amuser. Il commence à vraiment être... insistant, me dire que de toute façon je mérite pas Antoine, que Antoine il m'aime tellement et que moi j'en ai rien à faire, que je suis égoïste, que j'arrive à profiter d'un voyage alors qu'encore une fois celui que j'aime est dans le coma, qui va peut-être mourir, mais que moi j'arrive à m'amuser. Je suis hyper triste et j'arrive pas à me défendre, à lui dire que bien sûr que si, j'y pense. J'y pense non-stop à Antoine, mais que je suis avec ma cousine qui attend ce voyage depuis tellement de mois et que j'ai pas, je m'amuse. Je lui dis que, évidemment, que j'ai tout le temps dans ma tête, et c'est vrai, il est tout le temps dans ma tête, et tout ce que j'attends, c'est qu'on m'envoie un message pour me dire, qu'il se réveille. À ce moment-là, je reçois un message de la sœur d'Antoine, un matin, à qui j'avais jamais parlé, et qui vient vers moi en me disant, écoute, j'ai su que Jérémy était assez odieux, qu'il t'en voulait. Je suis désolée, t'as pas à subir ça. Moi, je suis là, et puis je vais te donner des nouvelles. On peut pas faire grand-chose, mais je te tiendrai au courant. Je te tiendrai au courant tous les jours de comment ça se passe. Cette sœur, elle est très gentille, elle est vraiment adorable. Je lui avais jamais parlé et elle me paraissait avoir beaucoup de caractère quand Antoine m'en parlait. Là, je la trouve très douce. Elle veut me rassurer. Elle me demande de lui envoyer des musiques qui caractérisent notre couple avec Antoine, qu'on aurait pu écouter ensemble. C'est marrant, cette sœur a vraiment les mêmes expressions. Elle parle de la même manière qu'Antoine. Quelques jours plus tard, je suis sur la plage avec ma cousine. Je reçois un message de sa sœur qui me dit écoute, bonne nouvelle, il commence un peu à bouger les doigts, il réagit à des petits stimuli, il commence à ouvrir les yeux, il est en train de se réveiller. Et je dis mais enfin j'y crois pas, je suis tellement contente. À ce moment-là, tout va bien. Je suis sur la plage, on parle avec des Thaïlandais, avec des enfants, avec ma cousine. Enfin,
Je suis très heureuse et puis j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit totalement réveillé. Alors je sais pas du tout comment ça se passe, les phases de réveil, donc elle m'explique un peu techniquement qu'il y a plusieurs phases, que là, même quand il sera réveillé, il sera tellement dans le coltard que je pourrais pas lui parler tout de suite, mais que ça va venir et puis que voilà, que là elles sont à l'hôpital avec leur maman et que ça va le faire. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'est évidemment qu'il se réveille. Et puis, sa sœur m'a dit qu'il va pouvoir me parler, qu'on va lui mettre son portable à côté de lui, que les infirmières ont mis le portable à côté, et que quand il sera prêt, qu'il aura l'énergie, il m'enverra sûrement un petit message. Et donc, j'entends sa petite voix pour la première fois, donc depuis 2 semaines, toute petite voix qui bégaye. C'est presque mignon. De toute façon, je suis tellement contente d'entendre sa voix. Voilà, il prend du temps à faire des phrases. La moindre phrase prend vachement de temps. Parfois, je l'entends râler, pester, mais c'est pas grave, je l'encourage. Et puis parfois, il reprend un peu plus par message et parfois, il me parle un peu, mais voilà, il continue à dire je t'aime en bégayant et je lui réponds que moi aussi je l'aime. Vers la fin de notre voyage, il a pu rentrer chez lui et il me dit bon écoute, j'ai une surprise. J'ai honte, mais voilà. Et là, il m'a envoyé une photo de lui. Une photo de lui avec une casquette de profil et on voit bien donc qu'il n'a plus de cheveux. J'étudie pas mal cette photo parce que c'est la première fois qu'il m'envoie une photo un peu en direct de lui où il est pas au top, il a l'air vraiment fatigué, il est assez cerné et on voit effectivement qu'il est chauve, mais je suis tellement contente. Je lui envoie aussi un petit selfie de moi sur la plage avec le coucher de soleil et voilà, je suis hyper heureuse qu'il me fasse confiance et qu'il m'envoie enfin une photo de lui, même s'il a mis une casquette, ce qui est hors de question qu'il me montre son crâne chauve, je suis très heureuse. En septembre, je retourne à Caen, rendre visite à mon ami que j'ai rencontré pendant mon premier stage. Ça tombe en même temps qu'un rendez-vous que Antoine a chez le notaire. On sera en même temps, lui à Cabourg et moi à Caen. On ne s'est pas encore vus. On n'a jamais été aussi proches géographiquement en fait depuis le jour de notre rencontre sur Tinder. On se dispute un petit peu, mais bon, je lui dis bon, écoute, là, tu m'as l'air d'aller un peu mieux, tu un peu plus en forme, t'as pu venir jusqu'à Cabourg. Je sais que son père adore les voitures, qu'ils ont beaucoup de voitures chez lui. Je lui dis: «Écoute, tu prends une des voitures et puis, tu viens quoi, hein?» Alors, il râle un peu parce qu'il me dit: «Mais attends, tu crois que c'est aussi simple? Tu crois que si j'avais pas pu venir te voir, je serais pas venu? OK, bah, j'arrive». Quelque chose en moi me dit que ça c'est trop beau pour être vrai, mais voilà, on se prépare pour sortir avec mon ami et bon, bah, je me fais belle parce que je me dis que là, potentiellement, là, dans 1 heure et demie, je vais le voir, pour la première fois en vrai et donc on est dans un bar avec mon ami et j'ai plus trop de nouvelles d'Antoine. Je me dis qu'il est sur la route. Bon, je commence à m'inquiéter parce que les heures passent et j'ai toujours pas de nouvelles. Et je reçois un message longtemps après en me disant écoute, j'ai fait un malaise en route en fait, je suis encore trop faible, je me suis fait ramasser par les pompiers, on m'a ramenée chez moi. Quand Antoine me dit qu'il a fait un malaise, effectivement le lendemain, je me dis que Cabourg et Caen, c'est pas si loin. Moi je suis descendue du coup, j'étais en train à ce moment-là. J'aurais pu prendre un autre train et aller le voir, mais je sais qu'il n'habite pas tout près de la gare à Cabourg. Quelque part, je crois que j'ai peur. En fait, j'ai peur parce que ça se concrétiserait beaucoup et là, je suis dans une relation encore assez virtuelle et je voudrais surtout qu'en fait notre première rencontre, je l'ai tellement imaginée. En fait, je l'imagine retrouver sur le quai de la gare, j'imagine notre premier baiser et je veux pas que ce soit subi. Je décide de ne pas forcer le destin. Voilà, j'attends juste qu'il retrouve son aspect physique normal, comme il me dit, qu'il reprenne un peu de poids, ses cheveux repoussent, et puis ça va arriver. En septembre, moi j'ai repris mes études, j'enchaîne les soirées avec mes amis où je suis très peu présente, parce qu'Antoine fait des bêtises, il essaye de se couper les veines, par exemple un soir. J'ai perdu beaucoup de poids, je ne dors pas, parce que mes nuits sont passées au téléphone à m'occuper d'Antoine. Je suis pas présente en cours, je suis pas présente avec ma famille.
avec mes neveux et nièces, avec mes amis, je suis absente. Je parle pas de cette histoire, j'en parle pas, je garde tout pour moi parce que je sais quelque part mes proches vont s'inquiéter si je leur raconte tout parce que c'est inquiétant pour ma santé physique et mentale. Mais il y a un soir où j'ai une amie d'enfance, une amie du lycée qui vient me rendre visite. Donc on est dans un bar, on est contente de se retrouver, on est à trois copines. Et puis je sais pas, je raconte à mes amis que je fais pas de rencontres, enfin que voilà, je sais plus, elle me demande s'il y a des gens intéressants dans mon master, des garçons intéressants. Et puis je me mets à pleurer et je lui dis écoute, je peux pas rencontrer quelqu'un en fait, je peux pas. Il y a Antoine et j'ai pas le droit de lui faire ça, j'ai pas le droit de d'aller voir ailleurs. Je leur raconte tout ce soir-là et je me rends compte qu'en fait je suis épuisée. Je suis un fantôme, mais ça va presque faire 1 an en fait que je suis un fantôme, que même si on vit des très beaux moments de partage et d'amour avec Antoine, bah j'y laisse ma santé. Ce soir-là, mes amies m'encouragent à aller voir un psychologue parce qu'elles sont un peu impuissantes elles aussi, mais elles me disent mais va te faire aider. Je prends donc rendez-vous avec un psy mi-octobre. Je m'assois, il me demande qu'est-ce que je peux faire pour vous, mademoiselle. Je commence à lui raconter. Je crois que j'ai le temps de dire 10 mots que j'éclate en sanglots. Je lui raconte mon histoire entre 2 sanglots. Il m'écoute, il est très attentif. Et puis il me dit écoutez, mademoiselle, il n'existe pas cet Antoine. Pour moi, ça n'a aucun sens. Je lui dis, écoutez, je lui ris presque au nez en disant, écoutez, là, j'ai eu Antoine au téléphone juste avant de venir. J'ai échangé tout l'été avec sa sœur et son meilleur ami par message. Il m'envoie tellement photos de lui, de lui avec sa sœur, de lui avec son meilleur ami. Je lui dis, écoutez, je suis désolée, mais si, il existe. De toutes les façons, je l'ai au téléphone. C'est forcément il existe, c'est une personne. Lui m'a dit, bah écoutez, ok, il existe. Et ben dans ces cas-là, vous allez téléphoner à sa sœur. Puis voilà, on reprend rendez-vous. Puis ben, s'il existe, il existe. Et puis je vous aiderai dans cette relation. Mais s'il n'existe pas, je vous aiderai aussi. Bon, moi je dis ok, on reprend rendez-vous dans 3 semaines. Parce que je me vois pas appeler sa sœur et dire bah désolé, je ne te fais pas confiance. Alors je vérifie que tu existes. Mais bon, je suis quand même un peu perturbée. Et je rentre chez moi, c'est les vacances scolaires. Je prends mon ordinateur et je regarde toutes les photos qu'on s'est envoyées avec Antoine. Il y en a des centaines et des centaines. Il y a toutes des choses bêtes, des photos de nous. Et puis, je trouve des photos de sa maison. Il m'avait envoyé ces photos de sa maison à Cabourg, une très belle maison, là où vivait son papa. Voilà, pour montrer un peu sa chambre et là où il vivait. Et puis, je sais pas trop par où commencer et je cherche, je trouve un peu des outils sur internet qui permettent de retrouver, en mettant une image, la source de cette image. J'essaye avec quelques photos, ça donne rien et puis j'essaye avec cette photo de la maison et là, douche froide, je trouve que cette maison est une maison d'architecte qui se trouve, à Biarritz et non, à Cabourg. C'est le choc. Je comprends pas trop. Je donne toutes les infos en temps réel à une de mes meilleures amies. Je lui explique. Alors, elle y croit pas non plus. Non, mais je me dis qu'il y a forcément une explication. Je me dis bon, Antoine m'a toujours dit qu'il avait de l'argent. Bon, peut-être que finalement il y en a pas, mais que cette maison lui appartient pas. Je comprends pas trop. Mais évidemment, il est hors de question que je reste dans le flou plus longtemps. Donc je dis à Antoine, je t'appelle. Je l'appelle, j'enregistre parce que ça me paraît irréel. Je dis écoute, ça te dirait pas qu'on aille se faire un petit week-end en amoureux à Biarritz quand tout ira mieux? Il y a un silence et il a compris où je voulais en venir. Il me dit de quoi tu parles? Je dis bah il y a une très belle maison à Biarritz, ça pourrait être chouette d'y aller. Et il me dit ma maison? Je dis bah oui Antoine, ta maison.
Je hurle au téléphone, je lui demande des explications. Je dis: «Mais c'est quoi? Tu qui? Est-ce que tu m'as menti depuis le début? J'arrive pas à parler, à aligner 2 mots. Ça me paraît pas possible. Enfin, le ciel me tombe sur la tête». Il me dit: «Oui, je t'ai menti. Mais là, je peux pas parler, je peux pas parler». Je dis: «Mais attends, mais qu'est-ce qui est vrai? Comment tu t'appelles, Antoine? Comment tu t'appelles?» Il me veut pas me répondre. Je dis: «Mais attends, mais t'es un garçon au moins? Enfin, mais où est-ce que jusqu'à où t'as menti, en fait? T'as été jusqu'à où?» Il est agressif avec moi. Il est vraiment agressif. Il ne veut pas me répondre. Il commence à même me reprocher des choses. Il me dit: «Oh, ton ex avait raison. Tu te crois supérieur à tout le monde». Voilà, il me ressort des choses, je comprends pas d'où ça vient. Je suis choquée. Il me dit: «OK, on s'appelle à 21h ce soir». Je le rappelle le soir même. C'est assez rapide. J'essaye de pas hurler parce que bon, il y a du monde dans la maison. Je ne respire plus trop. Et puis à ce moment-là, je me dis: Alors attends, si, Antoine n'existe pas, est-ce que Jérémie existe? Est-ce que la sœur d'Antoine existe? À qui est-ce que j'ai parlé?» Et là, je fais des petits tests, sur, Messenger et je me rends compte qu'il y en a jamais un de connecté en même temps. Donc ces 3 personnes sont une seule et même personne. Il y a une seule et même, personne derrière, ces 3 personnages. Et puis après ce coup de fil, je me rappelle que sur, l'Instagram, d'Antoine, une fille, Élise, avait laissé un petit cœur sur un commentaire et que Antoine n'avait pas eu le temps de le supprimer. Moi, j'étais tombée dessus, au tout début, de notre relation et donc je décide de contacter Élise. Je lui envoie un message directement sur Instagram, j'arrive à la retrouver assez rapidement. Je lui dis: «Écoute, Élise, il faudrait qu'on parle, tu me connais pas mais il faut qu'on parle». Et le lendemain, je l'appelle et je lui dis: «Écoute, Élise, Antoine, il n'existe pas. On s'est fait avoir, il n'existe pas. C'est pas une personne. Je sais pas qui c'est, je sais pas comment te l'expliquer, mais il y a personne qui a le cancer. Il y a personne qui a vécu tous les malheurs que Antoine a vécu. Moi, j'ai vécu un cancer pendant 1 an. J'ai vécu un don de moelle osseuse, une chimiothérapie». Elle me dit: «Ah bah moi, je l'ai accompagné pendant son accident de voiture». Enfin voilà, on se parle d'Antoine, on se rend compte que la personne derrière Antoine a créé une seconde vie, que voilà, il y a un fil conducteur, qu'elle a vécu des événements et puis moi la suite. Et puis je sais qu'Antoine m'avait parlé d'autres ex à lui, pas que d'Élise, il m'en avait déjà parlé. Je me suis dit: «Ben, je pense pas qu'on soit qu'à 2, je pense qu'il y en a d'autres». Je sais pas quoi faire, on était assez démunis. Moi, j'étais dans une rage, noire. Et Lise était plus posée parce qu'elle avait plus de recul, elle avait 1 an de recul sur tout ça. Et je pense que quelque part, elle s'était toujours dit que c'était pas possible. Elle avait déjà trouvé des preuves très concrètes, mais elle avait jamais cherché plus loin puisque voilà, il n'y avait pas de raison qu'elle doute. Donc Élise me raconte qu'elle non plus n'a jamais vu Antoine. Évidemment, Antoine m'avait dit le contraire, hein. M'avait dit que oui, oui, il s'était vu avec Élise, pas autant qu'ils auraient voulu parce que lui aussi était pas mal en Angleterre à ce moment-là. Élise dément, hein, me dit donc non, non, j'ai jamais vu Antoine. Mais elle a vécu une histoire similaire, même plus longue que la mienne. Et à 2, on veut savoir la vérité. On est en contact et ça fait du bien de se parler parce qu'on a vécu la même chose et on ressent la même peur, la même colère. Puis on a des caractères assez différents. Toutes les 2, on avait besoin d'attention. Et Antoine était parfait quand on avait besoin d'attention, quand on avait besoin d'amour, quand on avait besoin d'être rassuré. Mais voilà, on veut savoir. Élise reprend contact avec Antoine, en tout cas la personne derrière Antoine, et lui dit: «Ben moi je veux savoir. Et puis je suis pas toute seule, on est 2 et on veut savoir». Et la personne derrière Antoine dit: «OK, ben je vais vous aider à trouver. De toutes les façons, moi, c'est horrible, ça fait 10 ans que ça dure». Alors on sait pas trop de quoi il parle. «Là, je veux qu'on m'aide. En fait, je veux que vous portiez plainte contre moi. Donc je vais vous aider à trouver mon identité». Je dis: «Bah écoute», donc Antoine dit à Élise: «Je vais te donner, quelques indices sur moi. Sache qu'on s'est déjà vus. Quand, au début de notre relation, tu m'avais dit que tu allais dans un bar à Paris, tu m'avais donné le nom du bar. Ce week-end-là, j'étais à Paris également. On s'est croisés et on a discuté. Je vais te donner 2 indices. Le premier indice, c'est Paul. Deuxième indice, fille». Élise a compris très rapidement. On parlait en direct. Elle m'a dit: «Ben,
Paul, c'était donc une personne que j'ai rencontrée à cette soirée dans ce bar à Paris. Et Phi, il était accompagné d'une de ses amies filles. Est-ce que tu crois que c'est une fille, qu'Antoine est une fille? Alors là, non, mais c'est pas possible, là, ce serait comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je lui dis, mais non, écoute, on l'a eu au téléphone, il a pas une voix de fille. Il a une petite voix masculine, mais de quelqu'un qui est assez faible, et voilà, mais c'est pas une fille. Très vite, on apprend la vérité, et la personne, notre Antoine, nous confirme que si, c'est une fille. Tous les sentiments sont mélangés. Je suis à la fois en colère parce que j'ai donné 1 an de ma vie, parce que cette personne, cette fille, m'a volé la mort de mon grand-père, m'a volé des amitiés, m'a volé un stage aussi où j'ai pas pu faire mes preuves, où j'étais pas forte, m'a volé une nouvelle vie. J'aurais pu découvrir Marseille, je n'ai pas découvert Marseille, je suis restée dans ma chambre sous ma couette non-stop à lui parler tout le temps. J'ai tellement donné et pour rien. À la fois, je continue quand même à insulter cette personne, à lui parler. Oui, c'est des insultes, mais je suis obligée, en fait, je suis encore trop dépendante. Ça fait 1 an qu'on se parle non-stop, je suis incapable d'arrêter d'un coup. Donc malheureusement, je continue à lui envoyer des messages et elle continue à me répondre parce qu'elle aussi dépend de moi à ce moment-là. Je suis bizarrement presque rassurée que ce soit une fille. Je me suis dit bon, au moins c'est pas un pervers de 60 ans derrière son écran. Mes amis me mettent tout de suite en alerte en disant attends, c'est pas parce que c'est une fille que c'est moins grave. D'ailleurs mon psy que je vais revoir donc assez vite après tout ça me dit que pour lui c'est bien plus inquiétant que ce soit une fille, parce qu'une fille qui fait subir ça à une autre fille, c'est grave. Et lui me met tout de suite en alerte, il me dit écoutez, il faut pas que vous lui parliez, faut que vous arrêtiez là parce que sinon je vais pas pouvoir vous sauver là, sinon ça va devenir grave. Je suis totalement perdue, ça fait quelques jours que j'ai eu la révélation. Je continue à parler non-stop à cette personne parce que je suis incapable de m'en défaire et parce qu'aussi je veux me rassurer quelque part. Je veux me dire que ces 1 an avait un peu de sens pour elle quand même. En fait, j'ai envie qu'elle me dise que tout ça est réel, que quand elle me disait qu'elle m'aimait, c'était réel. Je sais que déjà tout est faux, alors j'ai besoin de me rattacher à quelque chose, à des sentiments. Je suis totalement perdue. Il y a des fois, je me dis mais attends, en fait, je suis quand même tombée amoureuse d'une personne, donc cette personne existe. Alors oui, c'est une fille. Oui, à la base, j'étais attirée par son physique. Mais bon, pourquoi pas? Je suis totalement perplexe. Elle m'envoie des messages d'amour en me disant qu'elle est tellement désolée, qu'elle a pas d'excuses, mais que je suis vraiment une personne en or et que, de toutes les façons, elle m'aime de plus en plus. Parce que maintenant qu'elle sait que c'est impossible, bizarrement, elle s'attache encore plus. Elle m'envoie même une lettre manuscrite très longue pour me raconter la vérité sur elle. Elle a eu une enfance assez douce, mais que à 12 ans, elle a perdu son papa. Et elle me dit que c'est ça qui aurait tout déclenché. Bizarrement, c'est là où ça a commencé à pas aller. Elle me dit que elle a commencé donc à se créer un personnage, le personnage d'Antoine, très vite. Donc à ce moment-là, et que en fait il y avait une personne, une fille dans sa classe au collège qu'elle aimait bien, mais elle n'osait pas aller lui parler en tant que fille. Elle trouvait ça bizarre et elle s'est créée ce personnage d'un garçon pour aller draguer et flirter donc avec cette fille dans sa classe par le biais donc du personnage d'Antoine, et qu'elle a trouvé en Angleterre un garçon très beau qui mettait énormément de photos de lui sur Facebook toute sa vie entière. Et voilà, que c'était pour elle des ressources inépuisables pour faire vivre ce personnage d'Antoine. Je sais, je suis alertée par mon psy qui me dit qu'il faut vraiment, vraiment que j'arrête, mette un terme à cette relation. J'ai du mal, ma cousine ne comprend pas, mes amis ne comprennent pas, ma maman à qui j'en ai parlé me dit mais arrête de lui parler, ils me prennent un peu pour une maso, ils disent mais arrête de lui parler. Ça leur paraît très simple en fait, c'est juste il n'existe pas, tu lui parles pas. Elle t'a fait tellement souffrir, arrête. Mais j'y arrive pas.
Je me suis dit, bon, pour penser à autre chose, allez, on peut retourner sur les sites de rencontres. C'était un réflexe très bizarre, mais donc je retourne sur Tinder. Je parle à quelques garçons, je sais très bien que de toutes les façons il se passera rien parce que je suis pas prête. Et puis je reparle à deux garçons assez beaux et je me rencontre assez rapidement parce que maintenant je le sais un peu plus les reconnaître, qu'ils n'existent pas et que derrière ces deux garçons, dont le prénom commence par A, comme Antoine, se cache cette même fille, qui se crée d'autres personnages sur Tinder pour continuer à me parler. Il y a un soir où j'ai un déclic, où je l'ai bloquée. Et elle m'a harcelée pendant une journée entière. Le jour du Nouvel An, on arrive en décembre, où encore une fois, donc elle a gâché un moment avec mes amis. Voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, qu'Antoine, ou par Antoine, c'était juste une personne qui voulait gâcher ma vie, et que chaque moment heureux, elle voulait me les enlever. Et j'ai un déclic, et je me dis, stop, aujourd'hui, je ne lui répondrai plus jamais. Ça a été très compliqué, parce que quand j'ai mis un stop, on va dire physique, à cette relation, quand j'ai arrêté de lui parler, elle existait encore dans ma tête. Et j'y pensais tout le temps. Je sais que j'avais encore des sentiments pour elle. Et puis, grâce à mon psychologue qui a mis un mot sur tout ça, qui m'a dit que j'étais dépendante affective, qui très clairement m'a dit que donc je préférais être plutôt mal accompagnée que seule. J'avais une peur bleue de la solitude. C'est pour ça que je m'étais toujours en fait contentée de garçons qui me voulaient pas du bien. J'ai réussi petit à petit, avec des séances, avec des amis incroyables qui étaient là pour m'écouter, à me reconstruire et puis à savoir exactement ce que je voulais dans une relation. Je suis passée par différentes phases. Après l'amour, il y a eu la colère. Il y a eu un moment où je lui souhaitais que du mal. Je voulais qu'elle soit malheureuse. Et en fait, c'était une manière de me dire qu'elle pouvait pas être heureuse sans moi. En fait, encore une fois, je me disais que tout ne pouvait pas être faux et que sans moi, elle pouvait pas être heureuse parce que pendant 1 an, elle a pas pu être heureuse si j'étais pas là. Ça a été un deuil un peu particulier d'une relation qui était fausse, mais à la fois la personne existait, donc c'était encore plus ambigu. Je crois avoir eu le syndrome de l'infirmière. Je pensais être indispensable à une vie. En fait, j'ai cru à plusieurs moments pendant cette année que si j'étais pas là, Antoine aurait décidé d'arrêter tous les soins, ou pire encore, aurait décidé de mettre fin à sa vie en prenant des médicaments ou en faisant autre chose. Et très vite, je me suis retrouvée surtout prise au piège dans cette relation, où voilà, je me disais que j'avais pas le droit de partir, parce que sans moi, il pouvait arriver le pire, mais surtout je n'arriverais pas à partir parce que mes sentiments étaient devenus trop forts et que malheureusement maintenant j'étais juste piégée et que dans mon état, dans l'état amoureux dans lequel j'étais, tout ce que je pouvais faire, c'est être là pour lui et l'accompagner et que j'avais pas le droit d'être triste ou malheureuse et que moi je devais être forte pour deux. Aujourd'hui, tout va bien. J'y pense honnêtement souvent, mais je lui souhaite du bonheur. Je lui souhaite surtout de ne plus jamais faire ça à une autre personne. Je ne veux plus rien avoir à faire avec elle. J'avance moi dans ma vie. J'ai jamais autant grandi sur moi-même et appris sur moi-même aussi vite, aussi rapidement. Je sais ce que je veux en relation, je sais ce que c'est une relation saine et je sais comment m'épanouir en amour et même en amitié. Vous venez d'écouter le 115e épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Rudy Saada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem-Ours, Sarah Koskiewicz, avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr, sur votre application de podcast préférée.